Bonjour à tous, bienvenue à l'événement Santé présenté par Bistro Brain. Bistro Brain, en fait, c'est un OBNL qui a été créé en 2017 de vulgarisation scientifique et dont la mission est de diffuser la science par le plaisir. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? On a 4 présentations d'une douzaine de minutes, suivies de 5 minutes de questions là, ouvertes à tous. À la fin de chacune des présentations, il y a un micro à l'arrière, donc n'hésitez pas à vous lever pour aller poser vos questions. Il va y avoir un quiz aussi à la fin des 4 présentations, donc soyez attentifs, il y a des prix à gagner. On accepte les dons aussi, donc comme on est un organisme à but non lucratif, on accepte les dons, donc si ça vous intéresse, à l'entrée, on a une petite boîte pour ça. Je voudrais commencer par remercier nos commanditaires pour la soirée. Donc, on a les Fonds de recherche du Québec, le SAREUS, la FEUS, l'Université de Sherbrooke, l'AGEG, le RECMUS et le Centre de recherche du CHU. Donc, avant qu'on commence nos présentations, je voudrais inviter Violaine Pourcel, présidente du RECMUS, à venir prendre la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis là pour représenter le RECMUS. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une association étudiante, plus précisément sur le campus de la FMSS. Donc, on organise tout plein de bêtes d'activités. Je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, à lire nos newsletters. Pour ceux qui sont à l'Université de Sherbrooke, il y a des infos parfois super importantes, donc lisez-les, c'est important aussi. Et sinon, on subventionne aussi des activités. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des activités, notamment qui diffusent la science, à faire des demandes de subvention. Ça nous fera plaisir de subventionner vos activités. Et on est super content, une nouvelle fois, de subventionner Bistro Brain. C'est vraiment une très belle association qui permet de diffuser la science, comme tu l'as dit, avec du plaisir. Et en plus, ça réunit tout plein de personnes, autant à l'extérieur de l'université et aussi les présentateurs. C'est vraiment très différent. Il y a autant des étudiants que des professeurs comme ce soir. Et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, je vous souhaite un bon événement. Merci. J'inviterai maintenant Rémi Robert, responsable des communications. Responsable de la formation continue, du séminaire de Sherbrooke et aussi responsable des soirées Soif d'apprendre. Il vient donc nous en dire un peu plus à propos de ça. Merci. Alors, merci beaucoup, Alexis, pour cette petite fenêtre que tu me donnes. Je salue Bistro Brain dans son organisation et ça me rappelle qu'en 2017, j'avais fait moi-même 2 présentations scientifiques bien organisées, en fait, bravo. Alors, je suis le responsable de la formation continue au séminaire de Sherbrooke et dans un créneau qu'on a développé, question d'avoir une communauté culturelle forte, on présente cette année les soirées Soif d'apprendre une fois par mois, le premier mardi de chacun des mois, sur des thèmes très, très variés, donc de 18h30 à 20h. On est complémentaires à Bistro Brain sans jamais empiéter sur ce qu'on fait ici. Donc, je vais passer pour vous donner un petit signet sur lequel vous avez toute la présentation, en fait, des thèmes de l'année jusqu'au mois de juin 2024. L'objectif, c'est de démocratiser la connaissance, susciter la réflexion et valoriser l'émerveillement. Donc, à travers une panoplie de sujets qui vont de la littérature à la science jusqu'au domaine politique, entre autres. Alors voilà, bien, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Et ces soirées-là ont lieu en direct au campus collégial. C'est l'ancien collège Sacré-Cœur sur Belvédère-Nord. Alors, merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. J'inviterai maintenant la première personne présentatrice, Martine Bordelot, postdoctorante en réadaptation visuelle, à venir nous parler de son projet qui mêle réalité virtuelle et douleur. Bonsoir tout le monde. Et je peux débuter? Ça marche? Okay. Bonsoir tout le monde. Merci infiniment à Bistro Brain de me donner l'opportunité ce soir de vous parler de douleur chronique. Qu'est-ce que la douleur chronique? C'est une douleur qui dure plus de 3 mois. Dans mon cas, ça fait 23 ans que je vis avec la douleur chronique et ça fait 10 ans que j'étudie ce phénomène dans mes recherches. Et durant mes études doctorales, j'ai fait une observation qui a complètement influencé mon intérêt de recherche actuel.
Il faut savoir qu'à l'époque, quand je faisais mes études doctorales, je travaillais avec des patients qui avaient des douleurs chroniques tellement sévères en termes d'intensité qu'ils se faisaient implanter des électrodes au niveau de la moelle épinière. Et au fil des échanges, au fil des discussions que j'ai eues avec eux, il y avait tout le temps une image qui revenait. C'était l'image de la personne emprisonnée dans son propre corps, emprisonnée à l'intérieur d'un corps douloureux. Et actuellement, en fait, je me suis transformée à partir de ce moment-là en Michael Scofield de Prison Break. Et mes intérêts de recherche touchent tout ce qui peut amener la personne à s'évader d'un corps douloureux, d'un corps vieillissant, d'un corps mourant. Puis, mon objectif ce soir, c'est de vous tenter de vous faire comprendre pourquoi je m'intéresse à la réalité virtuelle immersive. Puis si j'arrive à vous faire comprendre le potentiel de la réalité virtuelle immersive comme un moyen d'évasion, je vais avoir réussi mon objectif de la soirée. Pour débuter, j'aimerais ça juste avoir un peu vos impressions. Puis imaginez que vous êtes emprisonné dans votre propre corps. Quelles seraient les méthodes d'évasion que vous utiliseriez? Est-ce que vous avez des idées? À part la réalité virtuelle. La drogue, OK. Supposons qu'on y va avec la drogue, là. La drogue, je ne sais pas, c'est qui a dit suicide? Oui, OK. Fait qu'on y va avec la drogue. Supposons la consommation de substances, ce qui est effectivement, c'est un bon moyen d'évasion. La problématique avec ça, c'est d'un peu trop aimer la drogue, puis avec tous les effets secondaires qui peuvent en découler. Puis si vous voulez savoir un peu qu'est-ce que ça peut faire, les impacts que ça peut avoir, allez écouter sur Netflix la nouvelle série qui s'appelle Painkiller, qui parle de la crise des opioïdes. C'est épouvantable. Puis juste pour vous donner des petits cues, là, en 2021, il y a 80 000 personnes, plus de 80 000 personnes aux États-Unis qui sont mortes d'overdose causées par les opioïdes. Et 80 des gens qui avaient des problèmes de consommation liés aux opioïdes, c'était lié à une prescription de la douleur, pour la douleur. Fait que des fois, c'est un médicament qu'on va retrouver dans le cabinet de papa, maman ou de l'ami, puis ça peut provoquer, ça peut être peu évident. Fait que consommation de substances, oui, ça aide à s'évader, mais avec les risques qui sont encourus. Fait que là, j'ai entendu suicide, l'aide médicale à mourir qu'on a au Québec, qui est actuellement disponible. Oui, ça aide. Justement, j'ai des projets de recherche sur l'aide médicale à mourir pour les personnes présentant des handicaps. Mais c'est une solution définitive. Est-ce que vous avez d'autres idées d'évasion? Oui, là-bas? J'aurais dit la musique. La musique, oui, absolument. J'adore la musique. La musique va libérer, surtout quand ça nous parle, puis que ça vient nous chercher dans nos émotions, ça va libérer tout plein de molécules qui vont créer des sensations de détente, comme la norépinéphrine qui va activer le système, notre système, là, des fois quand on veut s'activer. Fait que ça peut même être bon dans le cadre d'exprimer ses émotions, parce que la musique, c'est un langage universel au niveau des émotions. Est-ce que vous avez d'autres idées? Le sport, oui, effectivement. Oui? Le quoi? Le rappel de revenir heureux? De souvenir, choisir ses pensées? Oui, ça c'est extrêmement fort. La problématique avec choisir ses pensées, c'est que ça peut être assez compliqué. J'ai l'impression que c'est une bataille de chaque seconde, surtout pour les personnes anxieuses. Là, je ne sais pas si ça parle pour certains. Est-ce que vous avez d'autres idées? Voir un psychologue, effectivement, très belle ressource. Ou des fois, juste de parler à quelqu'un ou d'être en contact avec des gens qui vont nous faire de l'écoute active. Nos amis, des fois, ils sont bons pour faire de l'écoute active, vous donner des conseils, mais c'est pas tout le temps, des fois, les meilleurs conseils qu'on aurait avec un psy, sauf que la problématique avec le psychologue, c'est que ça coûte ça peut coûter de l'argent. Puis par rapport au sport, je voulais juste revenir à ça, ça me retrottait dans la tête. La problématique avec les gens qui ont de la douleur, des fois, sont limités au niveau du sport ou des mouvements qu'ils peuvent faire. Ils développent même dans certains cas, des peurs du mouvement. Fait qu'on travaille entre autres là-dessus dans certains de mes projets. Fait que je vais prendre une dernière réponse, oui? La spiritualité, oui, se connecter à quelque chose de plus grand que nous, effectivement. J'ai justement un projet de recherche en réalité virtuelle où on va essayer de développer une intervention pour préparer les gens selon leur mode de croyance, à qu'est-ce qu'ils voient après la mort. Fait que c'est un peu playé, là, mais on s'en va un petit peu par ça avec une compagnie à Montréal. Fait que merci pour vos réponses.
Fait que je vais essayer de vous parler un peu la raison pour laquelle j'ai opté pour la réalité virtuelle immersive. Je vais vous parler des bénéfices, des mécanismes d'action. Puis avant, je voulais juste qu'on s'entende sur qu'est-ce que la réalité virtuelle. Fait que je vous montre le continuum réalité-virtualité. Dans les deux extrémités, vous avez du contenu 100% réel, ce qu'on va appeler le monde réel. Et à l'autre extrémité, vous avez quand le contenu est 100% virtuel, ce qu'on appelle le monde virtuel. Entre les deux, vous avez la réalité mixte. Et lorsque on ajoute du contenu virtuel au monde réel, on parle de réalité augmentée. Et lorsque c'est le contraire, qu'on ajoute du contenu réel à un monde virtuel, on parle plutôt de virtualité augmentée. Et l'aspect immersif, parce que je m'intéresse à la réalité virtuelle immersive, c'est que l'immersivité, en fait, c'est toutes les technologies qu'on va mettre pour créer l'expérience virtuelle. Fait que, par exemple, quand vous écoutez la télévision, quand vous êtes sur vos téléphones cellulaires, vous faites de la réalité virtuelle, mais peu immersive, parce qu'il y a seulement un écran. Alors que si vous allez à Magic Kingdom, essayez Flight of Passage à Walt Disney, vous allez voir, il y a une panoplie d'équipements technologiques pour vous immerser dans cette expérience. Fait que là, on parle d'une expérience virtuelle hautement immersive. J'ai justement amené mon casque de réalité virtuelle à l'avant. Si jamais, à la fin de la soirée, vous avez envie de l'essayer, je peux vous faire expérimenter quelques expériences. Fait que des avantages très intéressants à la réalité virtuelle immersive, c'est les casques qui sont maintenant mobiles depuis quelques années, plus de fils qui pendent à travers les murs. J'ai amené le casque ici, on peut l'utiliser dans des environnements comme le bar ce soir, et de plus en plus financièrement accessible. Puis, en primeur, hier, la nouvelle version du MetaQuest numéro 3 vient de sortir avec une résolution plus grande, puis vous voyez là, un petit peu moins épais. Fait que juste pour vous dire que c'est une technologie qui est en expansion fulgurante, puis que des fois, même en recherche, ça peut être difficile pour nous de rester à l'affût de tout ce qui se fait et tout ce qui se développe. Puis, on ne peut pas parler des casques et de la technologie des casques sans parler des avatars. Puis, je voulais montrer aussi un nouveau casque qui, vous voyez, là, ça va se miniaturiser à travers les années. Puis, il y a un nouveau casque qui est sorti cette année, là, qui coûte 1700 US. Mais vous voyez, là, ça devient de plus en plus petit, puis on s'en va dans cette direction-là. Puis, je voulais vous parler des avatars, justement. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais en 2022, Mark Zuckerberg a fait rire un peu de lui avec son avatar pour Meta, là, qui était très cartoonish. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui se sont un peu moqués de la qualité de ces avatars. Il y en a un qui a écrit, entre autres, « This is the most realistic photograph of you yet ». Et quelques jours après ça, il a fait un update. Vous voyez, c'est déjà mieux. Puis là, il y a des gens qui disaient « much better ». Puis, Mark Zuckerberg a tellement pris les insultes ou les commentaires au sérieux que cette année, dans les avatars, voyez-vous qu'est-ce qui est sorti? Ça vient d'une entrevue avec Lex Fridman qui a été publiée en 2023, le 28 septembre. Puis on voit à quel point la qualité des avatars est en train d'augmenter. Puis là, ça, c'est un avatar qui sont conçus en laboratoire. Fait que ce que vous voyez sur la droite, l'extrême droite, c'est l'avatar. Un autre avantage de la réalité virtuelle immersive, c'est de pouvoir procurer aux utilisateurs un accès à l'inaccessible. Et une de mes applications favorites, c'est Space Explorer, dans lequel les gens il y a des captations 360 degrés de la Station spatiale internationale, et on voit entre autres un astronaute québécois, j'ai oublié son nom, est-ce que vous le savez, astronaute québécois? Je m'en rappelle plus. Oui, quoi? David Saint-Jacques. Effectivement. Fait qu'on voit David Saint-Jacques dans la station spatiale, à l'extérieur, on voit la Terre, c'est d'une beauté incroyable. Un autre avantage, c'est que ça permet d'augmenter le niveau d'engagement et de motivation. Si vous avez déjà fait de la physiothérapie, si vous avez déjà eu des exercices à faire à la maison, on fait le tour rapidement, c'est assez plate. Fait que dans mes projets de recherche actuellement, je développe des applications de réalité virtuelle pour motiver les gens à faire, entre autres, leurs exercices en ayant ce qu'on appelle la gamification. Fait qu'ils ont des points à aller chercher, ils ont des cibles à aller toucher. Fait que ça motive et ça engage un peu plus les patients. Dans les mécanismes d'action intéressants, la distraction, qui est un outil puissant que j'utilise dans mes projets. Fait qu'au lieu d'avoir le cerveau qui est concentré sur la sensation de douleur, on essaie de l'amener plus vers d'autres types de sensations, par exemple visuelles, auditives, tactiles.
Puis un bon exemple de ça, là, vous voyez professeur Ruben da Silva de l'UQAC qui a essayé l'application Ritchie Plank Experience. Puis le but de cette application-là, c'est que on rentre à l'intérieur d'un ascenseur, l'ascenseur nous monte au sommet d'un building, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et on doit marcher sur une planche et sauter dans le vide. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sa réaction, là, mais il est un peu paniqué. Ça, c'est parce que le cerveau a énormément de difficultés à se retrouver dans deux réalités en même temps. Fait qu'il ne sera pas capable de se retrouver à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel. Puis il va choisir l'un ou l'autre. C'est un peu ça qui est arrivé dans l'expérience avec Ruben. Un autre mécanisme d'action que j'utilise dans mes projets, c'est la capacité de manipuler la perception du corps avec des rétroactions sensorielles. Fait que je vous ai parlé là, au niveau visuel, au niveau auditif. Puis une des choses qu'on développe, c'est une marche de réalité virtuelle. Puis les gens vont même avoir des chaussures pour pouvoir ressentir, imaginer la sensation de marche. Puis ce qu'on veut, c'est qu'ils s'imaginent en train de marcher, surtout pour des gens qui ont des douleurs puis qui ont peur de bouger. Fait qu'on les réintègre au conditionnement physique progressivement de cette façon-là. Et un autre mécanisme d'action que j'expérimente, c'est regagner un sentiment de contrôle grâce aux rétroactions biologiques. Et par là, un de mes objectifs que j'aimerais, un de mes rêves, une de mes fantaisies, ça serait de pouvoir contrôler un avatar par la pensée grâce à des signaux provenant du cerveau qui sont analysés par un électroencéphalogramme. Puis après ça, ben, vous pouvez voir tous les avantages que ça peut amener pour la rééducation lorsqu'on fait juste réfléchir au mouvement puis voir l'avatar qui exécute le mouvement à notre place. Fait que c'est tout pour moi, pour la présentation ce soir. Merci infiniment pour votre attention, puis j'espère avoir réussi à vous faire comprendre le potentiel de la réalité virtuelle. Merci. Merci. Ah, c'est sûr, si, supposons, je te fais... OK. Je pense que la question, c'est est-ce que ça peut créer un problème de dissonance sur le long terme. Fait que si tu parles d'une exposition de combien de temps, là, tu parles... Répéter. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que les personnes qui n'ont jamais fait de réalité virtuelle et qui l'essaient pour la première fois, et après ça, qui enlèvent le casque, là, ils ont l'impression de revenir au bercail. Là. C'est vraiment, vraiment bizarre comme sensation. Puis moi-même, quand j'ai commencé au début, c'était ce type de sensation-là que j'avais. Mais je te dirais qu'avec le temps, un peu comme n'importe quel nouveau jeu vidéo, nouvelle intervention, il y a un effet d'habituation. Peut-être que dans certains cas, c'est quelque chose qu'on pourrait voir, mais je te dirais que ce que j'ai vu, moi, personnellement, c'est plus un effet d'habituation. Excellente question par rapport à est-ce que la réalité virtuelle peut créer une dépendance? J'ai l'impression qu'actuellement, avec le type de casque que vous voyez là, peu de risques. Parce que les casques sont quand même assez lourds. On parle de 500 grammes, ceux que j'utilise dans mes projets de recherche. Puis il faut les serrer au niveau de la tête. Fait qu'il y a un poids, puis il y a aussi une sensation tu sais, qu'on est pris un peu. Fait que les gens, habituellement, vont pas tolérer le casque plus d'un certain temps. Mais si tu regardes des films futuristes comme Ready Player One, où là, il y a plusieurs personnes dépendantes à la réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, mais pour l'instant, avec le niveau de confort qu'on a, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit une problématique pour l'instant. Merci. Super présentation. Merci, Martine. J'inviterai maintenant notre deuxième présentatrice, Marie-Pierre Lalumière, étudiante au doctorat en pharmacologie à l'Université de Sherbrooke.
qui va venir nous parler de son projet de recherche qui s'intitule « En entrevue avec le cancer ». Merci Gaëlle pour cette magnifique introduction. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler du cancer et comme toute bonne scientifique, je vais commencer en présentant des statistiques. Donc le cancer est la première cause de décès au Canada. Là, je vais vous poser une question. Vous pensez qu'au Canada, c'est quelle proportion de la population qui va décéder du cancer? Donc il y a 1 sur 20, 1 personne sur 10 ou 1 personne sur 4. Donc à main levée, qui pense que c'est A, 1 sur 20. B, 1 personne sur 10, quand même. Et C, 1 personne sur 4. Donc, en fait, les personnes qui ont répondu C avaient raison. Donc, malheureusement, c'est une maladie qui est vraiment présente dans la société. Et d'ailleurs, 2 Canadiens sur 5 vont développer un cancer au cours de leur vie. Cependant, on parle de statistiques, on parle de cancer, on sait c'est quoi le mot, mais en fait, c'est quoi le cancer? Donc, le cancer, je pourrais résumer ça à une perte de contrôle. Donc, je m'explique. On est des humains, des organismes complexes qui sont composés de plusieurs systèmes. Donc, par exemple, le système squelettique, le système musculaire, le système digestif. Et chacun de ces systèmes sont composés de cellules. Donc, on est vraiment des humains composés de milliers de milliards de cellules. On peut le comparer un peu à un méchant gros bloc Lego qui est composé de petits Legos, et chaque petit Lego est une cellule. Donc, pour revenir à la perte de contrôle, donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je fais à manger, je me coupe tout le temps. Okay. Là, maintenant, je me coupe. J'ai un trou dans mon organisme que mes cellules vont venir sentir et vont se dire « Ah, on doit réparer ce trou ». Donc, pour ce faire, les cellules vont se diviser. Donc, une cellule se divise en 2, qui sera divisé en 2, qui sera divisé en 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le trou soit rempli. Une fois qu'il est rempli, les cellules se parlent et se disent « Bon, c'est plein, on arrête, c'est fini, on a fait notre job ». Cependant, dans les cas de cancer, les cellules n'ont pas ce contrôle-là. Donc, il y a une cellule qui décide qu'elle a fait ce qu'elle veut. Elle fait 2 jumelles que ces 2-là font ce qu'ils veulent, qui vont faire d'autres jumeaux qu'eux font ce qu'ils veulent. Puis ça finit par faire une espèce de boule de cellules, une boule de chair qu'on appelle tumeur. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une perte de contrôle, c'est que même si c'est plein puis il n'y a pas de place dans notre corps, les cellules vont continuer à se diviser et se diviser et se diviser. Donc, il existe plusieurs types de cancers qui vont être nommés selon 3 manières. Donc, il y a selon la partie du corps dans laquelle le cancer se développe, selon des noms scientifiques comme myélome ou mélanome, ou selon les chercheurs qui l'ont découverte, comme par exemple Hodgkin. Donc, il existe plusieurs types, les plus populaires, les plus incidents, malheureusement. Ça va être les poumons, le cancer des poumons et des bronches et le cancer colorectal dans les 2 sexes. Et pour les hommes, il y a le cancer de la prostate et pour les femmes, le cancer du sein. Je vais parler un petit peu des traitements. Donc, si vous avez des questions à la fin de la présentation, n'hésitez pas. Donc, je vais parler de 4 traitements que je trouve importants aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il y a la chirurgie. Donc, la chirurgie, en fait, c'est des traitements médicaux qui servent à enlever une partie de tissu d'un organe qui va être touché par le cancer. Donc, ça, souvent, c'est utilisé pour les cancers qui sont qu'on connaît la localisation et qui sont vraiment très bien définis. Cependant, la chirurgie, c'est assez invasif, c'est-à-dire qu'on doit carrément faire une lésion dans le corps. Donc, c'est pas un traitement qui est super le fun à avoir, mettons. Mais elles sont toutes pas le fun, là, je tiens à mentionner. Sinon, il y a la chimiothérapie, qui sont l'utilisation des agents et des médicaments qui vont venir bloquer la division cellulaire que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, en fait, les agents ou les médicaments utilisés, ce n'est pas des agents qui vont agir spécifiquement sur les cellules cancéreuses. Donc, c'est des agents qui vont agir sur toutes les cellules du corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets secondaires comme la perte de cheveux ou les vomissements et la diarrhée. C'est que les médicaments utilisés vont s'attaquer à ces cellules-là également. Il y a aussi la radiothérapie. Ça, c'est l'utilisation de radiation
qui va être orienté vers le tissu cancéreux. Par contre, ça va quand même toujours aller toucher les cellules qui sont autour de ce qu'on veut viser. Donc, ça a aussi plusieurs effets secondaires. Puis finalement, une sorte de thérapie que je trouve vraiment intéressante, c'est la thérapie ciblée. Donc, comme son nom le dit, c'est une thérapie qui cible les cellules cancéreuses. Donc, ça va cibler des molécules qui se retrouvent à la surface des cellules ou à l'intérieur. Puis ça fait qu'il y a un peu moins d'effets secondaires sur les cellules normales. Donc, parler de tous ces traitements-là peut nous amener à se demander, est-ce qu'il existe un remède miracle au cancer? Donc là, je vais mettre les cartes sur table et je vais dire la vérité. La réponse est non. Mais pourquoi? Donc en fait, chaque cancer est différent, chaque cancer est unique. Même 2 cancers du même type vont réagir différemment à des médicaments, à des traitements. Donc pour imager mes propos, on a ici une cellule cancéreuse rose qu'on va passer un traitement et le traitement va fonctionner. Ensuite, on a aussi une cellule cancéreuse qui est, cette fois-ci, un peu plus orangée. Eh bien, le même traitement ne fonctionnera pas. Donc là, on peut se dire, mais comment qu'on peut faire pour vraiment trouver des traitements qui vont être bons pour plusieurs types plusieurs patients, même si les cancers sont différents? Eh bien, ça va être en faisant de la recherche. Donc ça m'amène à vous parler de mon projet de recherche. On a ici un beau bonhomme, sûrement que la plupart d'entre vous l'ont reconnu, c'est Carey Price. Qui ici savait à main levée que Carey Price était gardienne de but dans la LNH? OK, pas tout le monde, mais quand même une bonne partie. En fait, je fais le parallèle avec mon projet, c'est que dans mon projet, je travaille sur la microsomale prostaglandine E synthase 1, MPGES1 pour les intimes. Puis en fait, ça, c'est une protéine. Une protéine, c'est pas un shake, c'est pas un steak. C'est, dans le cas de mes cellules, c'est comme des petits soldats qui sont dans ma cellule puis qui font certaines tâches. Donc, ma protéine, qui est représentée par une étoile bleue, est connue pour faire une fonction qui est de produire une molécule, la PGE2, qui a un rôle dans l'inflammation et le cancer. Donc ça, c'est déjà connu, un peu comme on sait que Carey Price est gardienne de but. C'est tellement connu qu'il existe déjà des médicaments qui vont venir bloquer cette voie-là. Donc, en bloquant la production de la molécule, on empêche l'inflammation et donc le cancer. Cependant, la majorité du temps, le médicament va fonctionner, mais il ne fonctionne pas toujours. Donc, moi, je me suis demandé, mais pourquoi? Si on bloque cette voie-là puis on empêche le développement du cancer, pourquoi le médicament ne fonctionnerait pas toujours? Donc, je me suis demandé, est-ce que ma protéine MPGS1 ferait autre chose dans la cellule? Par exemple, on sait que Carey Price est gardienne de but. Est-ce qu'on sait son adresse exacte? Est-ce qu'on connaît le nom de ses enfants? En tout cas, personnellement, pas moi. Fait que c'est un peu ça que je me suis demandé avec ma protéine. Je me suis demandé, elle se trouve où dans la cellule? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se tient avec des gens qu'on ne sait pas? Des gens, des amis, d'autres protéines. Donc là, je vais vous montrer un des résultats que j'ai obtenus lors de ma maîtrise. C'est un résultat de microscopie à fluorescence. Donc là, c'est 2 gros mots pour dire qu'on zoome sur quelque chose de vraiment petit, puis on regarde des choses qui sont fluorescentes. Donc, je peux vraiment marquer ce que je veux dans la cellule, ou presque. Puis après ça, en prenant des images avec cet géant appareil, je peux faire des images de mes cellules vraiment agrandies. Donc, voici ce que j'ai obtenu, par exemple. Donc, en rouge, ici, on a la MPGES1 dans la cellule. Donc, on voit qu'il y a certains petits agrégats qui sont en rouge. Ensuite, en vert, j'ai marqué une de ses amies potentielles. Donc, moi, je me disais, hey, moi, je pense que ça interagit avec cette protéine, on va voir. Donc, on voit déjà en partant que je ne trouve pas exactement la même place dans la cellule. Il y a la MPGS qui est ici sur le bord du noyau et la RALB, l'autre amie, qui est plus un peu partout dans la cellule, surtout au niveau des membranes. Donc, c'est les côtés de la cellule. Ensuite, en bleu, il y a le noyau avec l'ADN. Puis finalement, je vais fusionner ces 3 images-là pour voir ce qui se passe. Là, vous allez me dire, ben là, Marie-Pierre, tu fusionnes les 3 images ensemble, mais il n'y a plus de rouge, puis il y a du jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben en fait, c'est un peu ça que je voulais observer, c'est que
en microscopie à fluorescence, quand il y a des pixels rouges qui sont à la même place dans la cellule que des pixels verts, ça donne du jaune. Donc, c'est pas comme en or que ça donne du brun, ça donne vraiment du jaune. Puis le jaune ici, il m'indique qu'il y avait probablement une interaction entre ces deux protéines. Donc ça, dans la littérature, de ce que j'ai recherché, c'est pas connu. Donc ce que ça pourrait montrer, c'est que la MPGS1 ferait bel et bien autre chose que juste sa petite molécule qui crée l'inflammation et le cancer. Et donc, même si on bloque cette production de molécules, eh bien, il se passe d'autres choses qui pourraient, encore une fois, propager le cancer. Donc, ce que je veux que vous reteniez de ma présentation aujourd'hui, c'est que chaque cancer est unique, il n'existe pas de remède miracle et qu'il faut continuer à faire de la recherche pour trouver le plus de traitements possible pour venir à bout de cette maladie. Puis, pour faire une petite parenthèse sur la recherche, c'est parsemé d'embûches. Aussi, ça peut être très fatigant, mais parfois, c'est vraiment le fun, surtout quand tes expériences fonctionnent. Donc, sur ce, merci beaucoup et je suis disponible pour répondre à vos questions. C'est bon. C'est une bonne question. Oui, je vais répéter la question. En fait, on m'a demandé la MPGS1. Bravo de t'en être rappelé, c'est bon. On m'a demandé si on bloque son effet, c'est quoi les effets secondaires de ce blocage-là. En fait, de plus en plus, c'est moins pire qu'avant, dans le sens où, avant, on utilisait des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça venait bloquer tout ce qui était ce genre de molécules-là, puis il y avait vraiment beaucoup d'effets secondaires. Maintenant, on peut vraiment bloquer juste la MPGS1. C'est sûr qu'il n'y aura plus de production de PGE2. Puis la PGE2, c'est la petite molécule que je montrais. S'il n'y en a plus, c'est sûr qu'il va y avoir des effets secondaires, par exemple, sur le système digestif. Il peut y avoir plus d'ulcères gastriques, des choses comme ça. Par contre, je me dis, je vais parler pour moi, mais je préférerais avoir des ulcères gastriques qu'un cancer qui continue de se développer. C'est sûr qu'il y a des effets secondaires vraiment pas le fun. Mais c'est ça. Oui. Non, c'est pas super, c'est quand même clair. En fait, la question, c'est de savoir où est la limite entre les cellules qui se divisent anormalement et un cancer. Oui, donc la définition du cancer, comme vous avez dit, est assez large. À mon avis, dès que les cellules sont anormales et se divisent vraiment de façon anormale, je me répète, mais c'est quelque chose qui n'est pas supposé arriver. Donc, la limite, c'est une bonne question, en fait. Comment je pourrais dire c'est où que je mets la limite? C'est une bonne question. Je pense que je peux pas. Je sais pas. Okay. Est-ce que la solution miracle, c'est pas, c'est nouveau, mais CRISPR-Cas9, je sais qu'il y a beaucoup de potentiel, mais ça demande d'être développé encore. Oui, dans les cas de cancer, c'est sûr qu'il y a pas. Souvent, on dit que c'est un ensemble de maladies. Fait que souvent, même si on allait jouer sur une des causes du cancer, il en resterait plein d'autres à régler. Fait que CRISPR-Cas9, c'est sûr que c'est une très belle invention, ça, je suis très d'accord.
Mais c'est sûr que ça serait peut-être fastidieux d'aller vraiment jouer avec chaque truc qui n'est pas normal du cancer, dans la tumeur, dans le fond. Merci Marie-Pierre pour cette magnifique présentation. On va maintenant prendre un 10 minutes de pause. On revient à 6h02.